Chers amis, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver sur Praxis et Psyché, comme toujours avec Laurent. Comment tu vas, Laurent? Ça va? Ça va très bien, Stanislas. Et toi? Génial, super. Il fait beau. Et puis c'est un Il fait chaud. plaisir. Il fait chaud. Ouais, c'est vrai Il fait qu'il lourd. il fait lourd, un peu humide Ouais. avec l'orage. Et c'est toujours un plaisir de te retrouver pour aborder nos sujets, hein, toute une liste de sujets d'ailleurs qu'on a préparé avec Laurent pour l'avenir de la chaîne. Mais aujourd'hui, on va continuer notre mini-série sur la nature et l'homme. Donc, à partir de la nature établie comme corps inorganique de l'homme, on va faire un détour vers la question politique et l'idée de planification en prenant toujours, Laurent, la lettre de Dorline comme fil conducteur. Exactement. Il y aura aussi du Rousseau et du Clouscar, hein, entre autres, hein, qui seront sollicités également dans notre discussion. Tout à fait. Eh bien, Laurent, je te laisse prendre la main pour On est commencer. parti. Alors, je souhaite commencer ce deuxième épisode avec un passage de Michel Clouscar, assez bref, qui ironise un petit peu sur le comportement, le discours de certains écologistes. Donc c'est Réponse à Sandrine Rousseau, je pense. Sandrine Rousseau, si tu nous entends, Ou Yannick Jadot. ou Yannick Jadot, Voilà. si tu nous entends, ou Greta. Ah Pas oui, bon. Greta, oui. Il y a Greta. exactement. Oh, il y en a plein, il y en Je a l'avais plein. complètement oublié. Eh ouais, ben oui. Alors, si les écologistes étaient sérieux, ils ne diraient pas vouloir protéger la nature, mais le travail de l'homme objectivé, devenu nature, décor naturel, campagne humanisée, forêt jardinée, désert ou marécage cultivé, montagnes recouvertes d'arbres, fleuves domestiqués, etc. Oui au cantonnier, non à l'écologisme mondain. Écologisme. Écologisme, voilà. Michel Clouscar, Le capitalisme de la séduction. On va encore enfoncer le clou avec un passage maintenant de Jean Salem, Très bien. qui évoque donc l'empreinte de l'homme sur les objets qui nous entourent, sur le milieu qui l'environne. Alors que l'animal, et là il met entre parenthèses, abeille, fourmi ou castor, et là, je vous renvoie à la première vidéo où Villiers-l'Isle-Adam, lui, parlait aussi il parlait aussi de l'animal, et il avait utilisé l'abeille, le castor, la fourmi. Donc on remarquera que Jean Salem, qui est marxiste, répond quelque part à Villiers-l'Isle-Adam, qui est un auteur décadent du 19e siècle. C'est intéressant. Alors, Laurent, maintenant, je comprends mieux pourquoi tu avais la trame. Voilà, parce que de tu l'ancienne m'avais... Voilà, vidéo. alors on va dévoiler les coulisses. Il me voit arriver avec mon petit papier là, il me Je lui dis, dit... mais tu t'es gouré de papier. Mais il est con quoi celui-là. Il s'est dit, mais il va me refaire la vidéo précédente. Non, ça va. C'est juste pour montrer qu'il y a un lien en fait. Et que même un marxiste peut reprendre des choses qui ont déjà été dites par un auteur décadent. Donc Villiers-l'Isle-Adam qui partait de l'animal, et donc de l'abeille, le castor, la fourmi. Eh ben, on a Jean Salem qui dit la même chose, enfin qui part du même point, qui part du même point et qui dit alors que l'animal, abeille, fourmi ou castor, n'en finit pas d'adhérer à l'objet qu'il modifie instinctivement, l'homme affronte librement son produit. Donc instinctivement chez l'animal, librement chez l'homme. On voit la distinction entre les deux, hein, même l'opposition entre les deux. Ça va faire ensuite appel à Jean-Jacques Rousseau. Voilà, tu me vois arriver avec Ouais, mes gros exactement, sabots. ouais, tout à fait. Jean-Jacques est pas loin. Donc l'homme affronte librement son produit, élabore l'être autre selon sa propre volonté. On ne rencontre guère aujourd'hui d'objets purement naturels. L'activité humaine est la base de tout le monde sensible tel qu'il existe de nos jours. Et la nature, dans son entier, apparaît comme le corps non organique de l'homme. Jean Salem, Introduction au manuscrit de 1844 de Karl Marx. Bah écoute, merci Laurent, hein, pour ces deux passages qui permettent quand même de mettre les choses au clair, hein, et surtout de ne pas se tromper de combat. Voilà, on revient voilà. à le combat écologique, écologiste. Bon. Et puis c'est aussi deux passages qui permettent de débuter parfaitement le deuxième épisode de cette mini-série sur l'homme et la nature. Alors je dis plus maintenant la nature et l'homme, maintenant je dis l'homme et la nature. Tu mets l'homme en premier. Voilà, C'est beau. j'ai choisi c'est beau. mon camp. Ah voilà. Et ben voilà, ça me fait plaisir. Alors d'ailleurs, pour compléter sur ce qu'énonce Jean Salem, citons Joris Karl Huysmans. Voilà. Alors est-ce que Laurent, déjà tu peux présenter Huysmans en quelques mots, voilà, avant de...
Alors Huysmans, un peu comme Villiers de l'Isle-Adam, alors Huysmans à la base est un romancier naturaliste. Au départ, quand il commence sa carrière d'écrivain, c'est un romancier naturaliste, donc il est proche de l'école du mouvement littéraire de Zola. Et en fait, il va avoir un moment où il va basculer, il va complètement se détourner du naturalisme et il va se tourner plutôt vers ce qu'on appelle le symbolisme. D'ailleurs, Dominique Pagani n'aime pas trop ce mot-là. D'ailleurs, il n'aime pas trop utiliser ce mot-là. Et pourquoi ça en fait? Bah, lui, il considère que symbolisme, il n'y a pas la dimension, on ne décrit pas les sensations. Parce qu'il y a un retour aux sensations. Parce qu'en fait, alors si on fait un petit topo, dans le romantisme première version, au début du 19e siècle, le romantisme français, on met en avant les sentiments. Mais il n'y a pas encore le corps. La réalité du corps n'est pas centrale dans le romantisme première version. D'accord. Ouais. Et c'est né qu'après avec Baudelaire et avec ce que certains appellent le symbolisme. Lui, il parlerait plutôt d'impressionnisme. Et donc c'est pas que propre à la littérature, il y a aussi la peinture aussi. D'accord. Et lui, il préfère parler d'impressionnisme, parce que lui, il revient aux impressions et aux sensations, et le corps aussi, les sens. Bon, petite digression comme ça. Ouais, mais en tout cas, Huysmans, du coup, bascule du naturalisme, donc de Zola, aux auteurs décadents et au symbolisme, du coup. Et, le livre qui va acter la bascule du naturalisme vers le symbolisme, c'est le roman À rebours, dont on va lire certains extraits. Tout à fait. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui est passé de Zola à des auteurs décadents comme Villiers de l'Isle-Adam, dont on a parlé, Mallarmé, ou encore Léon Bloy aussi. Voilà. Donc Très bien. tu peux enchaîner, tu peux passer clair. à la lecture. Alors, qui nous permet d'illustrer un petit peu ce qu'on essaie de montrer depuis maintenant un épisode, voire même un deuxième épisode là. Et j'espère que ça va éclairer un petit peu les choses. Alors, qu'écrit Huysmans? Et pourtant, je me chauffe devant un grand feu, et d'une corbeille de fleurs épanouies sur la table se dégage une exhalaison de benjoin, de géranium et de vétiver qui remplit la chambre. En plein mois de novembre, à Pantin, rue de Paris, le printemps persiste. Et voici que je ris, à part moi, des familles craintives qui, afin d'éviter les approches du froid, fuient à toute vapeur vers Antibes ou vers Cannes, le sud. Voilà. Le soleil. Voilà. L'inclémente nature n'est pour rien dans cet extraordinaire phénomène. C'est à l'industrie seule, il faut bien le dire, que Pantin est redevable de cette saison factice. Joris Karl Huysmans, À rebours. Et alors, juste, Ouais, tu te très bien. rappelles, on avait aussi cité une phrase de Sénancourt, il disait « L'homme a tellement fait que l'automne est plus douce ». Exactement. Donc là, voilà, oui. Ça m'a fait tout de suite penser à ça. Ouais, tout à donc fait. on voit bien, lui, il voit bien que c'est l'industrie, c'est grâce à l'industrie qu'on peut se permettre d'être confortablement installé chez soi, en plein Paris, pendant ces mois d'automne et d'hiver. Ah bah voilà, une belle soirée au chaud d'hiver Voilà, en montagne. bien au chaud, bien au sec. Ah oui, exactement. Et donc grâce au travail de l'homme, À l'activité. à l'activité humaine, à Et l'industrie. ça, faut pas l'oublier. Faut être reconnaissant. Ouais. Voilà. Et il y a aussi un autre point aussi qu'on peut évoquer sur ce passage-là aussi. Il parle aller vers le sud à toute vapeur. Donc, il ne faut pas oublier les chemins de fer. On est au 19e siècle. Ouais. Le train est en train de se déployer dans toute l'Europe. Et donc, il y a cette industrie-là aussi qui est en train de se mettre en place. Donc, le transport par les chemins de fer est en train de gagner toute l'Europe. C'est marrant, quand j'ai vu ce à pleine vapeur, j'ai pensé au tout début de l'Idiot. Eh ben, Dans le train, eh ben voilà, le train bien qui sûr. file à grande vitesse à Voilà. Pétersbourg. Parce que J'ai pensé à ça. Eh bien sûr, le train, c'est un symbole de la modernité. Ouais. De cette révolution industrielle. Et c'est pas pour rien que justement, effectivement, Dostoïevski commence son livre par une scène dans le train. Et tu remarqueras que dans La Sonata Kreutzer, Tolstoï, c'est pareil, ils sont dans un train. Ouais, donc ça, le train, les chemins de fer, ça a marqué les esprits. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est un symbole de la modernité, de la mobilité aussi. Le monde est en train de changer. Ouais, et puis aussi dans Anna Karenine. Ah ben, et comment voilà. on divulgage? On divulgage pas, non. Mais c'est vrai que le train est très important. Est très présent. Et très présent aussi. Aussi bien et il est symbole aussi, à la fois, comme je disais, de mobilité, de dynamisme, mais aussi quelque part aussi
il y a quelque chose de cruel, enfin de comment dire, De brutal en de fait. dans le brutal, train, voilà, ouais, qu'on ne c'est- maîtrise c'est une pas, mécanique, quelque chose quoi, qui nous ouais. échappe. Voilà, c'est ça. Exactement, tout à fait. Ouais. Donc il y a aussi une dimension d'inquiétude. Ouais, C'est vrai. inquiétant. Mm. Le chemin de fer aussi est inquiétant. Parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner, sur quoi ça va déboucher. On est en train de changer de monde avec le chemin de fer, avec l'industrie. Puis il y a l'engrenage en fait. Voilà, il y a, Il y a toute une symbolique. voilà, Ouais. exactement. Il y a toute C'est vrai que c'est- tout un ensemble d'images, ouais, effectivement, de l'inquiétude, et aussi de l'espoir et l'idée de mouvement. une dynamique. Et Ouais, une dynamique, voilà. Donc, c'est entremêlé. c'est vrai. Donc, voilà, l'idée de vapeur, très important aussi. Ouais. J'enchaîne avec le deuxième passage à rebours hein, Tout à fait. de Huysmans. Il est vrai, poursuivit des Esseintes, revenant au point de départ de son raisonnement, il est vrai que la plupart du temps, la nature est, à elle seule, incapable de procréer des espèces aussi malsaines et aussi perverses. Elle fournit la matière première, le germe et le sol, la matière nourricière et les éléments de la plante que l'homme élève, modèle, peint, sculpte ensuite à sa guise. Donc il y avait vraiment quelque chose, on va dire, d'inné, et ensuite quelque chose Voilà. qui devient finalement acquis en fait, grâce au travail. C'est ça. Il y a une matière naturelle, C'est mais ça. que l'homme après travaille. Tout à fait. Il donne forme à cette matière après. Il contribue. laisse son empreinte. Voilà, on revient à l'idée d'empreinte. Il contribue, il humanise, il domestique, comment dire, modèle. Il modèle, voilà, il sculpte. Ouais. Il y a un vrai impact sur le milieu dans lequel il est en train de vivre en fait. Voilà. Et il laisse sa trace. Et à l'avantage de la nature, comme on va le voir. Voilà. Du moins souvent. Bah oui. Bah, voilà, en tout cas, il ne faut pas tout le temps voir le mauvais côté de l'homme. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà, Ouais. bien sûr. On essaye quand même En fait, compenser un voilà, peu. en fait, il y a une telle propagande Voilà, c'est ça. anti-humaniste, de misanthropie qui se lâche là, ces derniers temps que du coup, on essaie de redorer un peu le blason de l'homme. Exactement. Voilà. Si entêtée, si confuse, si bornée qu'elle soit, donc là on parle de la nature, hein, elle s'est enfin soumise et son maître, l'homme, est parvenu à changer par des réactions chimiques les substances de la Terre, à user de combinaisons longuement mûries, de croisements lentement apprêtés, à se servir de savantes boutures, de méthodiques greffes, et il lui fait maintenant pousser des fleurs de couleurs différentes sur la même branche, invente pour elle de nouveaux tons, modifie à son gré la forme séculaire de ses plantes, débrutit les blocs, termine les ébauches, la marque de son étampe, leur imprime son cachet d'art. Il n'y a pas à dire, fit-il, résumant ses réflexions. L'homme peut en quelques années amener une sélection que la paresseuse nature ne peut jamais produire qu'après des siècles. Décidément, par le temps qui court, les horticulteurs sont les seuls et les vrais artistes. Joris Karl Huysmans à rebours. Eh ben, le travail de l'homme, Laurent, sur la nature, hein, qui la modèle à sa guise et à son profit aussi. Voilà, c'est ça. Voilà, qui transforme une nature inclémente au départ, on peut dire ça, Exactement. en une nature domptée, lui apportant l'agréable. Hein. Voilà. Et aux deux. Hein. Bien sûr, et bien sûr. Il y a une certaine voilà, il faut une osmose. symbiose. Voilà, il y a une Exactement. symbiose. Voilà. Juste pour l'idée pour revenir sur les greffes, par exemple. Bien sûr. Moi, à La Réunion, il y a une variété de mangue qu'on appelle la mangue José, et que j'aime beaucoup, et que mon père aussi aime beaucoup, même ma mère aussi. Et on a même dans notre jardin à La Réunion un pied de mangue qui fournit des mangues José. Et c'est le fruit de l'intervention humaine. S'il n'y avait pas eu l'homme, cette mangue José n'existerait pas. Donc là, on n'est plus tout à fait dans la nature. Là. Quand on est en train de la manger, cette mangue, on est en train de manger un objet naturel ou un objet, comme dit Kluskar, c'est une nature humanisée. Voilà. Ouais. Donc, il ne faut pas oublier ça. Il y a toujours, faut jamais oublier l'intervention humaine. Donc moi, quand je rentre à La Réunion et que je mange une bonne mangue José, il ne faut pas oublier l'intervention humaine. Sur la matière naturelle, bien sûr. S'il n'y a pas de matière naturelle, on ne fait rien, bien sûr. Mais merci à l'homme. Ouais. Non, c'est voilà. Et on peut sur plein d'autres fruits et espèces. Hein, on peut. Bien sûr, voilà. C'était pour te donner un petit truc de mon vécu, mais voilà. Oui, mais bien sûr, je crois que j'ai jamais goûté. Je te conseille si je pense à Maurice, on doit en trouver. Je passerai un de ces quatre à La Réunion. Si tu vas à un marché. À la possession. Voilà, mais si tu sur un marché, tu vois, et c'est écrit mangue José, tente. Ouais. C'est super bon. D'accord. Voilà.
On enchaîne. On Donc, enchaîne, du coup, on ouais. passe du coup de la nature, le corps inorganique de l'homme, à une deuxième partie qu'on a intitulée De la nature à la question politique. Donc maintenant, on va faire un petit détour politique. Parce que dans les vidéos précédentes, je crois que j'insistais des fois sur relation homme-nature, relation homme-homme. Tout à fait. Ouais. Donc là, voilà, on va glisser de la relation homme-nature à la relation homme-homme. Tout à fait. Parce Et que... c'était un peu le plan de départ de cette vidéo tout à l'heure, hein, qu'on faisait un détour. Hein, Voilà, justement. c'est ça. C'est normal que nos auditeurs ou nos téléspectateurs ne comprenaient pas. Hein, c'est au fil de la Ouais. vidéo hein, qu'on essaye de clarifier. De clarifier, voilà, Voilà, exactement. de rendre les choses plus claires. Mais voilà, on va tranquillement aller vers la question Bah, politique vas-y, parce Laurent, que je pense que c'est ouais. intéressant. Donc on va repartir avec Hölderlin qui va nous permettre de se faire de ce petit détour. Ainsi, la grandeur et la médiocrité de l'homme, le meilleur et le pire ont la même origine, et dans l'ensemble, tout est bien. Chacun accomplit à sa manière, plus ou moins bien, sa mission d'homme qui consiste à multiplier la vie de la nature, à l'accélérer, à la particulariser, mélanger, séparer, lier. Il faut bien reconnaître que cet instinct originel, celui d'idéaliser, d'accélérer, de façonner, de développer et de parfaire la nature, n'anime plus guère l'activité des hommes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'ils font, ils le font par habitude, par imitation, par obéissance à la tradition, et par suite des besoins que leurs ancêtres leur ont artificiellement créés. Mais pour continuer dans la voie de leur père, celle du luxe, de l'art et des sciences, etc., il faudrait que les descendants fussent animés du même besoin qu'eux. Pour s'instruire, il faudrait qu'ils fussent organisés comme les maîtres. Mais cet instinct s'est bien affaibli chez les épigones. Il n'apparaît que d'une manière vivace que chez ceux qui pensent par eux-mêmes, de manière originale, ou chez les inventeurs. Tu vois, mon cher, que je viens de formuler un paradoxe. Le besoin formatif et artistique, avec toutes ses modifications et variétés, est un véritable service que les hommes rendent à la nature. Mais ne savons-nous pas depuis longtemps que tous les courants épars de l'activité se jettent dans l'océan de la nature, de même qu'ils y prennent leur source? Friedrich Hölderlin, lettre à son frère, 4 juin 1799. Alors moi, je vais insister quand même sur une petite phrase là qui ressemble un petit peu, qui flaire le Rousseau là. Ouais. Pour s'instruire, il faudrait qu'ils fussent organisés comme les maîtres. Et là, on retrouve aussi maître-esclave, hein, de Hegel aussi. Hein. Donc là, quelque part, j'ai écrit là sur notre petit papier, là, notre petite trame, j'ai dit Hölderlin est-il en train de remettre en question l'ordre social existant? Donc là, on est en 1799. La toute jeune révolution a remis en cause la monarchie de droit divin en France. On est d'accord, 10 ans auparavant. C'est un séisme politique, on est bien d'accord. Là, on a déglingué la monarchie de droit divin. Donc, on est parti sur un autre fonctionnement politique qui ne s'appuie plus sur Dieu, sur la surnature, qui viendrait soutenir l'ordre social. Donc, quand on déglingue Dieu, quand on déglingue la transcendance, on s'appuie sur quoi pour maintenir l'ordre social? Voilà. Alors, certains vont dire la nature. Si on ne s'appuie plus sur la surnature, ben on va regarder la nature. Et c'est là où notre petit Jean-Jacques, notre cher Jean-Jacques, va être convoqué. Alors ben justement, allez, je te laisse, que répond Jean-Jacques Rousseau à cette question? On va le voir tout de suite. Et c'est un texte qu'on a déjà lu, il me semble. Mais oui. C'est un texte tellement riche. On va le répéter. Voilà, exactement. Vous vous fiez à l'ordre actuel de la société sans songer que cet ordre est sujet à des révolutions inévitables. Donc là, on est avant la révolution quand il dit ça. Ah, c'est incroyable. Ouais, c'est là qui est fort. C'est que Hölderlin, lui, il le dit après. Ouais. Là, Jean-Jacques, il te le dit avant. Ouais. Il le voit arriver, le truc. Voilà. Ah non, mais c'est tu fais bien de rappeler. Ah ouais, voilà. Attention, là, quand on appelle Jean-Jacques, c'est un Jean-Jacques qui, en plus, voit le futur. Visionnaire. Voilà. Ouais. Et qu'il vous est impossible de prévoir ni de prévenir celle qui peut regarder vos enfants. Le grand devient petit, le riche devient pauvre, le monarque devient sujet. Les coups du sort sont-ils si rares que vous puissiez compter d'en être exempt? Nous approchons de l'état de crise et du siècle des révolutions. Visionnaire. Voilà. Qui peut vous répondre de ce que vous deviendrez alors? Parce que là, il s'adresse aux aristocrates, hein, qui, eux, se croient tout protégés. Ils se croient à l'abri, tu vois. Tout ce qu'ont fait les hommes peuvent le détruire. Il n'y a de caractère ineffaçable que ce qu'imprime la nature. Et la nature ne fait ni prince, ni riche,
ni grand seigneur. Jean-Jacques Rousseau, Émile ou de l'éducation. Phrase ô combien essentielle, Laurent, et On j'ai va la envie de te dire répéter. qu'on va la répéter Oh oui. encore souvent sur notre chaîne. Voilà, donc on va répéter. La nature ne fait ni prince, ni riche, ni grand seigneur. Donc voilà, là, lui, donc Rousseau est explicite. L'ordre social ne doit rien à la nature. Donc c'est pas avec la nature qu'on va construire un projet social, un projet politique. Donc, là, c'est là où on va introduire un triangle, parce que qui dit Rousseau, qui dit la dialectique, qui dit Hegel, qui dit Dominique Pagani, dit les triangles. Dit la dialectique, voilà, c'est toujours une vision un peu ternaire. Rousseau, donc, quand il commence à dire, du coup, la nature ne fait ni prince, ni riche, ni grand seigneur, en fait, il est en train de nous dire, il rejette la surnature, donc le droit divin, la monarchie de droit divin, donc il repose sur la surnature. De l'autre côté, il y a certains qui vont dire, on va se reposer sur l'ordre naturel. Et lui dit non, la nature ne fait ni prince, ni riche, ni grand seigneur. Et c'est de là, de ces deux thèses dont il ne veut pas, s'élève la condition humaine. Et lui, il dit qu'en gros, il faut regarder l'angle anthropologique. Il faut que nous nous élevons à l'état d'homme, en fait, quelque part. Et donc, là, je vais citer un conseil ou une précision que donne souvent Dominique Pagani. Il dit pour appréhender un problème, pour répondre à une problématique philosophique, par exemple, souvent on peut envisager le problème selon 3 angles. L'angle surnaturaliste, théologique, l'angle naturaliste. Donc alors le l'angle surnaturaliste, on va dire, on va évoquer les textes révélés, ou on va s'appuyer sur les textes, sur la Bible par exemple, pour répondre à des questions. L'angle naturaliste, on va s'appuyer sur la neurologie, sur la génétique, sur les sciences, sur la physiologie, sur la biologie. Voilà, on va tout expliquer par ce qui se passe, ce qu'il y a dans ton ADN. Sur des problèmes nerveux, sur la question des nerfs. Voilà, on va expliquer les phénomènes par le biologique. Dans l'autre cas, on va expliquer les phénomènes par la Bible, par le Coran. Donc ça, c'est le premier, c'est le théologique. Le théologique, voilà. Ça, là, le naturaliste. Et naturaliste. Voilà. Et en fait, lui, il dit, il y a aussi un troisième angle, c'est l'angle anthropologique, l'angle humain, en fait. Et politique, du coup, avec une dimension politique. Et moi, j'ai cette petite phrase-là, c'est que du coup, avec Rousseau, et Rousseau incarne ça en fait, ce troisième angle, ce troisième sommet du triangle. Et j'utilise cette petite phrase-là qui montre bien qu'en fait, on s'élève à l'état d'homme avec Rousseau, c'est « Du rang de roi qu'un lâche, un méchant, un fou peut remplir comme un autre, il monte à l'état d'homme que si peu d'hommes savent remplir. » Là, il parle du cas où un roi, par exemple, perdrait sa couronne. Parce que là, il dit bien que ça va vous exploser dans la gueule, les gars, les aristos, là. Vous allez tomber de votre piédestal, ça va faire très mal. Et un peu plus loin, il balance cette phrase-là, il dit « Mais même quelqu'un qui est aristocrate et qui s'effondre, qui n'a plus son statut social, il lui reste quand même toujours le chemin qui est à parcourir, qui est de devenir un homme. » Et on voit bien que là, Rousseau, pour lui, c'est pas inné. C'est un combat avec soi-même, c'est un chemin à parcourir, à arpenter. Et donc il dit bien, donc du rang de roi qu'un lâche, un méchant, un fou peut remplir comme un autre. Donc le rang de roi, pour lui, c'est comme un lâche, ou c'est comme, voilà. Il dit, il peut monter à l'état d'homme que si peu d'hommes savent remplir. En fait, est-ce qu'on peut parler d'Ophébune dans ce cas-là, en fait? C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a un dépassement, en fait. Oui, il y a un côté dépassement, c'est ça. C'est dialectique, quoi. Voilà, en fait. Et en fait, il veut pas, et du coup, parce que souvent on oppose la nature ou la surnature, on va dire l'esprit ou le corps. Tu vois, il y a ce côté, tu vois, il y a cette... Et lui, il dit, voilà, mais en fait, c'est l'esprit et le corps. Mais c'est l'esprit qui dompte le corps, mais comment dire, on n'est pas dans la... C'est une synthèse, c'est le produit d'une synthèse. C'est ça, en fait. ouais. Voilà, donc on est ça. vraiment dans le c'est cadre que dialectique. on prend le meilleur de on reste matérialiste, donc on écoute le corps. Je parlais des symbolistes et des sensations très importantes chez Dominique Pagani. Donc on écoute le corps, on est avant tout un corps, hein, mais c'est un corps qui pense. Donc il faut prendre aussi ce qu'il y a de bon aussi dans la surnature. Ouais. C'est ça. Mais on s'élève, parce qu'on n'est pas non plus dans la mystique, qui voudrait complètement mettre de côté le corps et la question matérielle. Et il ne faut pas non plus réduire l'homme à une nature, justement, à un corps biologique, pure biologie. Donc là, Laurent, excuse-moi pour bien comprendre. Oui. Donc là, pour
pour atteindre l'angle anthropologique, enfin pour le stade Ouais. anthropologique, eh ben, finalement, il faut concilier notre côté surnaturel, on va dire, théologique, avec Voilà, notre il faut faire la synthèse. côté naturel. La synthèse, Voilà, c'est et ça, accepter exactement. aussi Ouais, tout le côté faribole faut mettre à la poubelle des deux. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout exactement. expliquer par les gènes Ouais. et on ne va pas tout expliquer par le Coran. Eh ben, on retrouve la suppression qui conserve finalement. En fait. Voilà, Voilà, donc et c'est vrai que du coup, tu parlais d'Aufébum où il y a une voilà, ouais. suppression-conservation. Il y a voilà, et C'est ça, ouais. il y a un processus de synthèse en fait, Très bien. Ouais, ouais, très un bien, processus synthétique. je vois. Et du coup, Je t'ai Rousseau. coupé. Non, non, mais il n'y a pas de souci, et tu as raison, bah, pose-moi des questions, c'est peut-être même ça sera. Oui, parce que c'est vrai que quand je préparais avec Laurent la trame, Ça t'apparaissait un peu. oui, il y avait des petites zones un Zone peu d'ombre. d'ombre Eh ben, et j'en ai profité on va prendre le temps, voilà. lors de notre vidéo pour. Donc, si je relis un peu mes notes comme ça, donc je Ouais. disais que donc, du coup, l'homme, c'est cette frêle créature qui, à partir d'un mois, et là, on retrouve le mythe de Prométhée. Tous les animaux, ils ont des griffes, ils ont des poils, ils ont une vue perçante, ils ont des crocs. Nous, on n'a rien quand on démarre. Donc, on part d'un mois, et à partir de ce mois, on a réussi à se faire une place entre la nature et Dieu, entre la nature et les dieux. Donc, c'est ça, avec Rousseau, on est en train d'inaugurer ça quelque part, on est en train de prendre conscience de ça, c'est qu'on est on est sorti de la nature, mais on peut aussi s'émanciper des dieux. Et c'est la fin aussi d'ailleurs de quand Wagner là, il a fait sa tétralogie. À la fin, dans sa tétralogie, le dernier épisode entre guillemets, c'est le crépuscule des dieux. On s'émancipe des dieux. À la fin, il termine sa tétralogie qui fait plus de 14 heures. Hein. Il finit, les hommes se prennent en main. Il finit sur ça, c'est-à-dire que maintenant on ne subit plus le fatum des dieux. Donc ça va loin cette histoire. Ouais, Ça va ouais. très très loin. Là, avec Rousseau, on est en train de se prendre en main en fait quelque part. Et c'est là qu'on mesure toute la pertinence de la formule de Goethe quand il a dit avec Voltaire c'est un monde qui finit, avec Rousseau c'est un monde qui commence. Parce qu'avec Voltaire, qui lui-même continuait le travail des libertins et des protestants avant lui, où il était en train d'attaquer les prétentions politiques du clergé, donc on parle du catholicisme là. Rousseau, lui, il arrive pour dire, bon ben ça y est, c'est bon, Voltaire a fait le job, il a fait reculer le clergé, maintenant la politique c'est plus une affaire religieuse, maintenant on va se prendre en main, c'est une affaire, on peut mettre en place une vraie laïcité. Mais du coup, il faut combler le vide. Et c'est là où Rousseau arrive. C'est là où Rousseau arrive avec cette synthèse entre praxis et psyché, entre le contrat social et les rêveries. Il y a les deux dimensions chez lui à chaque fois, et on insiste beaucoup là-dessus. Et lui, il fait ça dans une démarche plutôt laïque. Ouais. Tu vois, et là, il ne s'appuie plus sur la surnature ou la nature. Là. Il demande à l'homme de se prendre en main. De devenir homme. Quoi. Voilà, et c'est pour ça qu'il faut comprendre cette idée de s'élever à l'état d'homme. L'état d'homme, c'est vrai. On se dégage de la nature et on s'émancipe des dieux. Donc là, c'est rien. Donc Ou de Dieu. Tu as fait le triangle là où on a bien l'angle surnaturaliste, l'angle Voilà. naturaliste, et tu as bien fait une flèche Voilà. vers le haut et j'ai utilisé... pour atteindre l'angle anthropologique. Voilà, et c'est un combat en fait, c'est un chemin. C'est la résolution d'un conflit. En fait. Voilà. Et cette flèche-là, où on voit des deux sommets, là, il y a la base du triangle, et il y a cette flèche qui monte vers le haut, et l'angle anthropologique. Et je dis bien, voilà, du rang de roi qu'un lâche, un méchant, un fou peut remplir, comme un autre, il monte à l'état d'homme, que si peu d'hommes savent remplir. C'est là où on voit aussi l'exigence que ça a. Que si peu d'hommes savent. Voilà. Ouais, donc on voit qu'il est sévère aussi, Rousseau. C'est-à-dire que voilà, il ne suffit pas d'arriver sur Terre pour être un homme. Il faut arpenter le chemin. Voilà, donc Voltaire, il a mis à bas, enfin, en tout cas, il a fait reculer le clergé, mais maintenant, il s'agit à nous de construire la cité qui permet l'épanouissement de l'individu. Et donc, mais là, il faut un projet démocratique, il faut un projet rationnel. Et c'est pour ça que Rousseau, après, il demande de construire un projet politique qui s'appuie sur la volonté générale. Parce qu'après, voilà. Sur le collectif. Ouais, sur le collectif, voilà, c'est un sujet collectif. Il appelle au sujet collectif, à se réveiller, à prendre conscience et à s'engager. Donc, les petites phrases comme ça, les petits passages qu'on est en train de balancer, et cette question de la relation homme-nature, et là où on est en train de maintenant faire un petit zoom sur la relation homme-homme, c'est pas anodin. C'est très profond, quoi. Il y a une vraie...
Il y a une vraie révolution là qui est en train de se passer sous nos yeux là. Et ça me permet aussi, ce passage-là qu'on est en train d'aborder, me permet aussi de glisser sur un passage que tu avais évoqué dans la première vidéo. Et ça rejoint ce côté on s'élève à l'état d'homme, où tu avais cité un passage de Rousseau où il critiquait l'abus de l'état civil. Ah oui, oui, Et exactement. où quand on est dans cette position-là d'abus de l'état civil, on se met en dessous de Pire, l'animal. ouais, exactement. Ouais. Eh ben, on va lire ce petit passage-là. Je pense que c'est l'occasion super. aussi de voir que aussi, il suffit pas de dire bon, ben c'est bon, on quitte la nature, on va à l'état civil Et c'est et réglé. c'est une autoroute. Mais en fait, ben non, non. c'est Et plus compliqué voilà, que et ça. c'est là la profondeur de Rousseau quand il dit bien que attention, comme il dit bien ici que si peu d'œuvres savent remplir, c'est que attention quand on est dans la cité, il ne faut pas se reposer sur nos lauriers et on peut tout à fait s'abaisser en dessous de l'animal. Ouais. Donc on va lire ce passage. C'est bien de faire des piqûres de rappel. Voilà, comme ça, ouais. donc quand on critique les écolos, ou certains écolos ou un discours naturaliste, c'est pas non plus pour dire vive l'homme et puis on se fait des bisous. Bien sûr. Même ouais, dans la cité, il faut se battre. Hein. Ouais. Et il y a des conflits sociaux, il y a des conflits politiques. Et la question du mal, elle doit arriver sur le tapis. Hein. On peut pas l'éluder. Allez, c'est parti. Donc, un passage du contrat social qu'on avait évoqué, mais qu'on n'avait pas cité dans la dernière vidéo. Ce passage de l'état de nature à l'état civil produit dans l'homme un changement très remarquable, en substituant dans sa conduite la justice à l'instinct, et donnant à ses actions la moralité qui leur manquait auparavant. C'est alors seulement que la voie du devoir succédant à l'impulsion physique, le droit à l'appétit, l'homme qui jusque-là n'avait regardé que lui-même, se voit forcé d'agir sur d'autres principes et de consulter sa raison avant d'écouter ses penchants. Quoiqu'il se prive dans cet état de plusieurs avantages qu'il tient de la nature, il en regagne de si grands, et là il va développer, ses facultés s'exercent et se développent, ses idées s'étendent, ses sentiments s'ennoblissent, son âme tout entière s'élève à tel point que, et là il y a l'avertissement de Rousseau, si les abus de cette nouvelle condition ne le dégradaient souvent au-dessus de celle dont il est sorti. Là, il y a l'avertissement de Rousseau. Il est en train de dire, normalement, on devrait chérir ce mouvement-là, ce passage-là de l'état naturel à l'état civil. Mais le problème, c'est que quand on passe à l'état civil et qu'on réintroduit le rapport de force au sein de l'état civil, on est en train de se mettre en dessous de l'animal. On est en plein dedans. Là. Et ben voilà, on est en plein dedans. Exactement, je te le fais pas dire. Donc je finis la citation. Il devrait bénir sans cesse l'instant heureux qu'il en arracha pour jamais. Et là, on voit que Rousseau n'est pas réactionnaire. Il ne croit pas à un retour en arrière. Qu'il en arracha pour jamais. On ne reviendra pas dans le jardin d'Éden. L'âge d'or, c'est terminé. Et ça, cette idée-là, on va le retrouver, on va l'évoquer, je crois, dans la 3e vidéo. Cette idée qu'il n'y a pas de nostalgie à avoir. Il n'y a pas à regarder dans le rétroviseur. Donc, il devrait bénir sans cesse l'instant heureux qu'il en arracha pour jamais, et qui d'un animal stupide et borné fit un être intelligent et un homme. Jean-Jacques Rousseau du contrat social. Donc là, on voit bien l'aspect théologique et l'aspect naturel à la fin, en fait. Puisqu'on a, l'animal stupide et borné, bah, c'est le côté naturel, on peut dire ça. Et alors attends, et après, bah, y a tout ce qui touche aux idées, à l'âme en fait, tout entière. Voilà, ouais. Et on retrouve un peu ces deux angles. La dimension spirituelle, voilà. Fait, ouais. Et du coup, lui, il essaie de faire la synthèse, justement, voilà. Ça, et de réconcilier le corps et bah, comme on disait, voilà, c'est le champion de la praxis et de la psyché, donc voilà. Donc si je peux résumer le propos de Rousseau, eh ben, en fait, on va trouver l'instinct à l'état de nature qui va être remplacé par la justice. En tout cas, qui va être jugulé, qui va être dépassé par la justice à l'état civil. La moralité à l'état de nature. Voilà. Le prédateur qui va chasser pour nourrir ses petits, il n'y a pas de morale en fait. Il n'est pas en position de pouvoir se dire est-ce que c'est moral, est-ce que c'est pas moral. Il n'y a pas de morale dans la nature. Il fait ce qu'il peut. Il fait avec ce qu'il a, quoi. Bah, il doit manger. Donc voilà, et il doit nourrir ses petits. Donc c'est vrai, dans l'état de nature, on est dans cette position-là où il n'y a même pas de morale. À l'état civil, où là, la question morale, elle prend son sens. Exactement. Ouais. L'appétit à l'état de nature,
Eh ben, on parle du droit à l'état civil. Voilà. L'impulsion physique à l'état de nature, ben on va parler de devoir Quand on bascule dans l'état quand civil. on bascule dans l'état civil. Les penchants à l'état de nature eh Devient- ben, vont être jugulés par la raison Voilà. à l'état civil. Et là, on retrouve justement le terme de Rousseau, un animal stupide et borné Dans l'état de dans nature. l'état de nature, un être intelligent et un homme dans l'état civil. Et alors, après, voilà, on a rajouté 2 lignes dans ce tableau. Parce que là, Vas-y, on a ouais. fait un tableau à 2 colonnes. Tout à tu fait. vois. Ouais. Et on peut, de la même manière aussi, dire que dans l'état de nature, on peut parler de possession, là où dans l'état civil, on parle de propriété. Ouais. Et là, c'est intéressant de un peu faire la Oui, différence tout à entre fait, ouais. qu'est-ce qu'on appelle possession, faire une distinction entre Bien vu. possession et propriété. Et donc, c'est dans le contrat social, il dit, c'est Rousseau qui parle, hein. Il faut bien distinguer la possession, qui n'est que l'effet de la force. Tu vois, quand je parlais de réintroduire le rapport de force dans la cité. Quand on est en train de déposséder quelqu'un, prendre possession de quelque chose, on n'est plus dans la propriété, on ne respecte plus le droit. Tu vois, quand on commence à attaquer des pays pour récupérer du pétrole et trucs comme ça. Ouais, Toute, toute ressemblance avec ce qui peut se passer dans la... Tu vois. ou même quand on attaque aussi une personne âgée pour Voilà, prendre les 10 euros. voilà, Quoi. Enfin, je veux dire, voilà, ouais, exactement, tu vois. Et là, on voit bien la différence entre possession et propriété. Donc, je répète, il faut bien distinguer la possession qui n'est que l'effet de la force, ou le droit du premier occupant, de la propriété qui ne peut être fondée que sur un titre positif. Et de la même manière aussi, pareil, plus loin, on peut faire aussi une distinction entre l'état de nature et l'état civil avec l'esclavage d'un côté et la liberté de l'autre. Et là, il y a cette phrase toujours de Rousseau, l'impulsion du seul appétit est esclavage, donc appétit, esclavage, et l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Et attention, le on est très important, c'est le sujet collectif là dont on parlait, c'est la volonté générale. Ouais. C'est ce fameux on qui décide du projet politique de demain. Donc l'impulsion du seul appétit est esclavage, l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Donc ça, c'est 2 passages que tu as cités du contrat social. Voilà, toujours pour compléter un petit peu ces 2 colonnes-là, état de nature, état civil. Donc on voit bien, et effectivement, il dit bien qu'on devrait bénir sans cesse l'instinct heureux qui nous arrache pour jamais de l'état de nature. Mais, quand on est en train de glisser de la propriété à la possession, quand on n'écoute plus le droit, mais qu'on écoute simplement ses penchants et ses appétits, au sein de la cité, là, on est en train de rompre cette élévation de l'homme, justement. C'est pour ça Et qu'il dit on que devient même pire qu'une... Et c'est là où il dit qu'on est en dessous de l'animal, parce que nous, on est conscient, on sait, on fait ça, on devient immoral. C'est plus qu'on est amoral, on est immoral. Exactement, ouais. Et donc, c'est là où, c'est pour ça que Rousseau, il dit, il monte à l'état d'homme que si peu d'hommes savent remplir. Et c'est pour ça aussi qu'on précise souvent aussi que Rousseau ne rejette pas la société, il rejette une certaine société. C'est cette société où le rapport de force est réintroduit, où on est dans la possession plutôt que dans la propriété, où on est dans la domination et la servitude. Voilà. Donc, vaste programme, mes amis. Ouais. Il faut créer la cité de demain qui repose sur le droit, sur la raison, sur la propriété, pour multiplier dans la cité les êtres intelligents et les hommes. Mais il faut s'élever. Un effort collectif. Voilà, par un effort collectif, exactement, en s'appuyant sur la volonté générale et sur un projet rationnel et démocratique. On n'y est pas, hein. Mais on y arrivera. Mais voilà, et c'est pour ça qu'on est là, on essaie d'y contribuer humblement. Ouais. Allez, on continue, maintenant on bascule dans la partie 3 de cette vidéo, donc, que nous avons intitulé, alors ça peut faire peur comme ça, réhabilitation de la téléologie dans le champ politique. Alors la téléologie, on va pas y passer 4 ans, c'est l'idée de finalité, l'idée de planification en fait. Parce que ça c'est devenu un gros mot, parce que dès qu'on commence à parler de planification, de respecter un plan dans le champ politique ou économique, tout de suite on nous ramène à l'URSS, les communistes, les cocos, les rouges, le goulag, Staline, on va tous mourir. Je pense qu'il est temps quand même d'aller un peu plus loin. de nuancer. Je pense qu'il y a quand même des choses qu'on peut récupérer dans l'idée de finalité et de plan, surtout en ces temps troubles. Juste, je signale aussi au passage que Jacques Sapir, que je ne connais pas plus que ça, a écrit un bouquin en 2022, donc, je crois que c'est, ou 2021, je ne sais plus, donc un bouquin récemment en tout cas, qui s'appelle « Le grand retour de la planification ». Je crois que c'est ça le titre, hein. Est-ce que je ne me trompe pas ? Le grand retour de la planification, point d'interrogation.
D'accord. Et hier, il était invité à la librairie Tropique. Ok. Donc Jacques Sapir, économiste un peu... Qui allait ou... Comment? Qui allait hier? Ah non, non, je suis pas allé, non, je suis D'accord. pas allé. Mais juste pour vous signaler que voilà, l'idée de planification, elle est en train de revenir à la mode un peu quand même, hein. Ouais. Alors, pas chez les économistes de BFM TV, bien sûr, hein. Mais bon, voilà, c'est juste pour signaler ça. Donc, on reprend le fil conducteur, on reprend Hölderlin. Darlene, ouais. Les hommes font presque toujours leur chemin à l'aveuglette, en maugréant et à contre-cœur et trop souvent de manière grossière et vulgaire. Leur faire voir ce chemin afin qu'ils s'y engagent, les yeux grands ouverts. Donc là, on revient sur l'idée de... Il faut que les gens agissent en conscience. Il faut leur redonner le goût, le sens. Tu vois, quand il se lève le matin, quand il va au boulot, il faut lui donner du sens. Le mec, passe son temps à subir et voilà, il maugrait, il y va contre cœur, comme dit Derlin, et il devient vulgaire dans ses actions. Forcément. Il faut redonner du sens à ce qu'on fait quand même. Sinon, c'est comme une plante qui dépérit parce qu'on lui donne plus d'eau. Leur faire voir ce chemin afin qu'ils s'y engagent, les yeux grands ouverts, avec joie et dignité. La joie, retrouver de la joie, bordel. Tel est le rôle de la philosophie, des beaux-arts, de la religion, issus eux-mêmes de ce besoin. La philosophie révèle ce besoin à notre conscience et lui assigne son objet infini dans l'idéal qui renforce et purifie ce besoin. L'art lui expose son objet infini sous une forme vivante, par la représentation d'un monde supérieur. Et la religion lui donne l'intuition et la foi que ce monde supérieur réside là où il le cherche et veut le créer, c'est-à-dire dans la nature, dans son propre univers, dans celui qui l'entoure, comme une disposition cachée, un esprit qui attend son épanouissement. Friedrich Hölderlin, donc toujours lettre à son frère, 4 juin 1799. Donc là, juste, je signale que, comme on avait présenté Hölderlin, j'avais dit que Hölderlin était très proche de Hegel, et qu'on pouvait même associer Hölderlin à l'idéalisme allemand. Et Hegel, on connaît Hegel notamment pour son concept d'esprit absolu. Et bien là, on voit qu'en fait, on voit la proximité de la pensée de Hölderlin avec la pensée de Hegel, puisque chez Hegel, l'esprit absolu s'incarne sous une forme de triade. Souvent, il présente ses développements, ses pensées, ses analyses sous forme de triade. Et pour lui, l'esprit absolu s'est incarné en 3 étapes. Et il utilise... Donc ces 3 étapes-là sont dans cet ordre-là: l'art, la religion, la philosophie. Ça, c'est Hegel. Ça, c'est Hegel. Ouais. Et on remarque que là, dans ce passage-là, avec Hölderlin, on retrouve cette triade. Parce qu'il parle bien de l'art, on trouve bien la philosophie, on trouve bien la religion dans ce passage. Sauf que l'ordre n'est pas le même. On remarquera que là, cette fois, donc quand même, on remarque qu'il y a donc bien une proximité entre ce que dit Hölderlin et ce que dit Hegel. Mais là, lui, il a décidé de finir sur lapsus. Lui, il a décidé de finir sur la religion. Pour la dimension parce que religion veut dire religaré, et le lien entre les hommes. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait le lien, parce que pareil, Dominique Pagani aussi en parle souvent, il parle de la théologie de la libération en Amérique latine. Et c'est vrai que ça m'a fait penser à ça, c'est un côté comme ça, il finit sur la religion parce qu'il y a cette idée qu'il faut accomplir quelque part ce projet divin, en fait. Et en fait, du coup, il inverse la flèche du temps, c'est-à-dire que là où souvent dans le religieux, on a tendance à dire que là, on a un âge d'or qui est à l'origine, Dieu était à l'origine. Là, cette fois, on inverse et on dit que maintenant, le projet divin est à faire, est à accomplir. Et en fait, c'est Dieu est à la fin du parcours historique, en fait. Hölderlin. Avec Hölderlin, du coup, ouais. voilà. Et il y a cette idée-là aussi dans la théologie de la libération en Amérique latine. Il y a aussi cette idée-là que c'est pas à l'origine qu'on retrouve Dieu, c'est à la fin. Parce qu'on retrouve aussi cette idée de s'élever. Tu vois, donc on retrouve aussi un peu Rousseau, tu vois, un peu, mais bon, voilà. Via la triade, quoi, en fait. Toujours, en fait. Tu parles pour qui, là? Pour l'élévation, en fait. Enfin, ah oui, quand tu parles de la Aufhebung, le fameux... Oui, voilà, c'est toujours le même processus. Mais vraiment, dans la théologie de la libération, le christianisme, donc en Amérique latine, c'est vraiment
en fait, en gros, il faut faire descendre il ne faut pas se contenter de l'au-delà, en fait. C'est ici-bas qu'il faut accomplir Ça, le on en projet avait divin. déjà parlé en plus il y a quelques vidéos Voilà. précédentes. Ouais. Donc c'est important. Et Ouais. donc voilà. Et donc je trouve qu'on peut essayer de rapprocher peut-être ce que le Derlin essaie d'expliquer là dans ce passage avec ce concept de théologie de la libération chez nos amis latinos. Donc l'homme est actif et s'autoproduit et autoproduit son destin dans l'histoire. Et donc bien sûr en maîtrisant la nature. Donc on retrouve un peu ça chez Hölderlin et je trouve que voilà, on pouvait rapprocher ça de la théologie de la libération. Et c'est vrai que ce Voilà. côté actif et autoproduire son destin, c'est vrai que moi ça m'a fait penser aussi à Michel Clouscar. Voilà. Justement, qui écrit clairement hein, que notre destin est à faire Voilà. C'est ça. Tu par vois, les rapports de production. Donc en fait, on retrouve cette même idée Voilà. de collectif en fait. Il y a l'idée de collectif et l'idée que c'est à nous de faire le chemin. De faire le Et chemin, c'est en parcourant le chemin, c'est en entrant dans l'histoire qu'on va vraiment accomplir de belles choses en fait. C'est pas on regrette un temps passé. Et c'est pour ça que je dis, et dans ce passage que tu vas lire de Clouscar, là, on va retrouver aussi cette idée que on en est arraché pour jamais de l'âge d'or et du jardin d'Éden. C'est terminé. Et Rousseau le dit déjà. Et là, Clouscar, il enfonce le clou. Il dit bien que il faut accepter l'histoire, il faut entrer dans les rapports de production, et c'est là que se joue c'est là où se trouve le nœud du problème. Voilà. Donc je te laisse lire. Alors le passage voilà. de Pareil Clouscar. que je crois qu'on a déjà lu, mais pareil, c'est un passage qu'il faut relire parce que. Exactement. Piqûre de rappel. Alors, il faut écarter toute nostalgie théologique et toutes ses dérives épistémologiques. Donc, c'est Voilà, ce que pas tu d'âge disais. d'or, voilà, exactement. pas de nostalgie vers un passé fantasmé. Ou du moins, on peut être un peu nostalgique, mais il ne faut pas que ça nous retienne. Quoi. Voilà, c'est ça. Non, mais on peut se Bien sûr. nourrir, Voilà, tout à et fait. bien sûr qu'il y a de la nostalgie, mais sûr. si c'est pas un projet politique. C'est ça, voilà. Voilà, faut pas. Ça, Et quand on ça reste bascule, individuel. et voilà, et ça peut nourrir des choses, mais à un Sûr. moment donné, quand on bascule dans le champ politique, on peut pas se contenter de ça, quoi. Voilà. Et là, il le dit bien, il dit il faut aller à l'économique, il faut aller au rapport de production. À l'échelle politique et collective, on ne peut pas. On peut pas se être contenter freiné par ça. de gémir d'un tout à fait. âge qui est révolu, c'est pas possible. Mais Et là, bien sûr, oui, dans la psyché, nous tous, on est tous frappés par la nostalgie, bien sûr. Ouais, surtout quand le présent est difficile. Et en plus, bien sûr. Notre destin n'a pas été perdu. Il n'a jamais eu lieu. Il n'y a pas eu de destin. Le sens n'a pas été quelque part donné, fixé, puis oublié. En tous les cas, perverti par l'histoire. Il faut récuser toute quête et restauration d'une substance perdue, dans le domaine de la connaissance comme dans celui de la politique. La nostalgie de la substance fonde toute idéologie réactionnaire. Donc là, c'est la fuite vers le substantiel, en fait. Ouais, on te rappelle les premières exactement, vidéos quand on faisait la différence Tout entre à fait. le relationnel et le substantiel, entre le sujet et la substance. Ouais. Là, quand je dis, pour paraphraser un peu Rousseau, quand il dit qu'il faut s'élever à l'état d'homme, en gros, il faut que la substance s'élève à l'état de sujet. Il faut que la substance se fasse sujet. Ouais. Et il faut quitter le substantiel et s'élever comment dire, En fait, il faut se libérer du substantiel. C'est ça qu'il faut voir. Et donc, du coup, se libérer de tentation naturaliste et surnaturaliste aussi, parce qu'il faut trouver la synthèse, quoi. C'est marrant parce que quand le mot substantiel est employé, Ça te fait penser à Driola. gauche. Voilà, j'en étais sûr. Le truc sur le sperme et Ouais, tout. voilà. Bah oui, c'est terrible. Bah, voilà. Et c'est là que tu vois tu enfermes l'homme dans une tu biologises. Tu biologises, exactement. C'est ce que tu avais dit. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Et tu vois, et là, c'est ce que dit Clouscar, là, il faut Exactement. toute idéologie réactionnaire. Il faut surtout pas rester coincé dans la substance. Il faut s'élever au sujet. Voilà, il faut récuser toute quête et restauration d'une substance perdue, dans le domaine de la connaissance comme dans celui de la politique. La nostalgie de la substance fonde toute idéologie réactionnaire. Il n'y a pas de marque indélébile, plaie secrète de l'éternel Graal, irrécusable témoignage d'une pureté ou innocence perdue. Voilà, l'âge d'or. Notre destin est à faire. Voilà, et donc c'est ça qui est important. On inverse la flèche du temps. Exactement. C'est pas l'âge d'or, les temps heureux du jardin d'Éden. Non. Il faut regarder vers le futur. Et il rajoute surtout, très important, tout a commencé par les rapports de production. Voilà. Donc ça passera par les rapports de production, comme tu disais, Laurent. Voilà. Tout
tout à l'heure. Mais je suis Michel d'accord avec toi. Kounskar, Le capitalisme de la séduction. Comme notre chaîne s'appelle Praxis Psyché, on est bien d'accord. Il ne s'agit pas non plus d'amputer ou de mutiler l'homme. L'homme vit de nostalgie aussi, traverse la nostalgie traverse l'homme aussi. On est bien d'accord. Mais pour un projet politique, tu peux pas baser ton projet politique sur de la pure nostalgie. C'est pas possible. Il faut à un moment donné passer un cran, quoi. Il faut passer à autre chose aussi. Voilà. Il faut regarder devant, quoi. Voilà. Et c'est là donc, du coup, moi j'enchaîne et j'arrive avec mon idée de planification, quoi, d'idée de plan, parce que voilà. Donc là, Michel, il est en train de nous dire bon, ben maintenant, faut regarder les rapports de production et donc pour moi, il faut passer par l'idée de planification et il faut se réunir autour d'une table, il faut discuter, il faut débattre, il faut se mettre d'accord sur un projet commun. Et il faut s'appuyer sur la volonté générale, il faut impliquer tout le monde. Et donc, après, pour ne pas faire peur aux gens, quand je parle de planification, de finalité, on est bien d'accord, pour ce qui est des sciences dures, il y a l'idée de tout finalisme, c'est terminé. On est bien d'accord, dans l'ordre de la nature, c'est cause-effet, il n'y a pas de problème. Il y a pas, quand la pierre tombe, elle n'est pas là en train de se dire « je veux aller en bas ». D'ailleurs, le bas, le haut, c'est pas vraiment ça en fait. Maintenant, on a compris que il n'y avait pas de haut et pas de bas dans la nature en fait. Dans le cosmos, c'est pas ça. C'est là où on voit la différence entre l'ordre symbolique et l'ordre scientifique. Ce que nous dit la science, ce que nous disent les équations. Le haut et le bas. Tu te rappelles, ça pareil, c'était dans une vidéo, j'expliquais l'ordre. Ouais. Et là, tu vois, pareil, quand je dis s'élever à l'état d'homme, haut, bas. Le prestige du haut et le côté. C'est péjoratif, le bas. Tu vois, voilà. Mais ça, c'est le champ symbolique, ça. Et voilà, donc dans les sciences dures, il n'y a pas de finalisme à avoir. On est d'accord, avec Galilée, c'est déglingué, il n'y a pas de finalisme. Mais par contre, dans la cité, dans le champ politique, il faut réhabiliter la finalité. Faut réhabiliter le sens. On se bat pour quelque chose. Le minéral, il se bat pour rien, lui. Il subit les lois de la matière. On est d'accord. Mais l'homme, il se débat parce que, et là on retrouve l'idée de Lerny qui disait, parce il aspire à un monde meilleur. Il aspire à une vie meilleure. Donc, quand il aspire à une vie meilleure, il se projette. Donc là, il y a l'idée de finalité. Je poursuis un but. Donc c'est dans ce sens-là que je dis qu'il faut réhabiliter l'idée de planification et de plan. Il faut se donner des projets. Parce que sinon, c'est comme... Et là, j'utilise une métaphore naturaliste en disant l'idée de la plante. C'est-à-dire que si tu n'arroses plus une plante, ben elle va complètement dépérir. Et ben l'homme, c'est ça. Si tu lui donnes pas... Et là, il disait... le dernier dit les gens deviennent aigris, ils sont pas bien, ils sont pas heureux, ils se lèvent le matin, ils savent même pas pourquoi ils se lèvent, en fait. Donc il faut redonner du sens aux actions de l'homme, quoi. Et comme tu disais aussi, par contre, pareil, il faut redonner du sens aussi comment dire, il faut passer par le collectif. Voilà, hein, projet démocratique. Voilà. Donc le finalisme dans les sciences dures, avec Galilée, c'est terminé. On est d'accord. Par contre, dans la cité, moi, je pense qu'il faut redonner toute sa place à la finalité, à l'idée de se projeter. Parce que le problème, c'est qu'on peut voir certains travers dans cette histoire. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'on a tendance des fois, au nom de la science, comme les sciences dures, ça marche bien, les lois de la nature, les lois de la matière, ça marche bien. C'est vrai que sur les objets, sur l'inerte, ça marche très bien. Mais chez l'homme, et du coup, on a tendance à vouloir se dire, ben, on va faire un peu pareil avec l'homme, en fait. Et en fait, le problème de ça, c'est qu'on pousse à la... Et là, je reviens à ce qu'on disait, c'est qu'on réduit l'homme à une substance. On occulte l'idée de finalité. Et même l'idée d'action, et même l'idée de libération et d'émancipation, en fait. Si tu réduis l'homme à une substance qui obéit à des lois implacables... Ouais, ou alors tu lui donnes à manger, et puis voilà, voilà, bon, tu le réduis à des besoins. Ouais. Bah, c'est ça, exactement. Là, on retrouve l'animal stupide et borné de Rousseau. Donc, c'est dramatique. J'ai l'impression qu'on est en plein dedans. Ben voilà. Ben voilà, merci. Et c'est ça le problème. On ne rêve plus, on ne se projette plus. On est en train de nous réduire à l'état animal. Donc, par exemple, quelqu'un qui a un peu le vent en poupe là, chez certaines, ce qu'on appelle la pensée radicale de gauche, ou l'extrême gauche, Lordon par exemple, lui, il ne veut pas entendre parler de Hegel,
Et lui, il se retranche derrière Spinoza. Mais Spinoza, il avait un peu ce côté... Il restait dans la substance, lui. Et il réfutait l'idée Enfin, il n'y a pas encore cette idée d'émancipation dans l'histoire, tu vois. Et c'est pour moi, ça, et c'est Dominique Pagani qui dit ça. Attention, philosophiquement, il est en train de s'enlever des armes pour pouvoir vraiment chercher l'émancipation, en fait. Donc, parce que si on se retranche derrière un certain néo-spinozisme, eh ben, l'idée d'émancipation, elle s'envole, en fait, dans le champ politique. Ouais. Pas de projection, quoi. Ah ben, on ne se projette pas, on subit des lois, on subit la nécessité, en fait. Donc, on retrouve l'état de nature, on retrouve les lois de la matière. On est plaqué au sol. En fait, on s'élève pas. On ne s'élève plus. Il y a Là, plus, tu vois, fais référence au triangle. Donc voilà. Et là, on n'a plus l'idée d'émancipation, de libération, en fait. Ouais, tout à fait. Donc, ça me fait penser aussi. Donc là, c'est l'anecdote. Hein. C'est quand moi, je suis arrivé au lycée. En seconde, j'avais les sciences économiques et sociales. Oui. Du temps de Marx, on parlait. SES. Voilà, SES, Ouais. exactement. Du temps de Marx, et Marx déjà commençait à critiquer, hein, on parlait d'économie politique. Déjà, il y avait le mot politique. Mais déjà, à cette époque-là, il parlait de critique de l'économie politique. D'ailleurs, le sous-titre du Capital, c'est Critique de l'économie politique. Et même avant le Capital, il avait écrit un bouquin qui s'appelle Contribution à la critique de l'économie politique. Et pourquoi il parlait de critique de l'économie politique? Parce que déjà, à son époque, il critiquait le fait que l'économie politique était en train de s'installer comme une science autonome. Voilà, comme la biologie, la météorologie. C'est quelque chose qui ne dépend plus du reste, qui s'autonomise comme ça, et donc on peut étudier l'économie sans parler du reste. On passe de l'économie politique aux sciences économiques et sociales. Et là, tu te dis, tiens, le mot politique est parti, et maintenant on parle de science. Ouais. Et tu vois, et là, il y a un glissement. Voilà, il y a un glissement. Et là, on commence à se draper. Et là, tu me vois arriver, le mec. Je te dis, on a cette tentation de vouloir rester derrière, d'aller se réfugier derrière les sciences dures, l'implacable, la loi de la chute des corps, l'équation de la chaleur. Et là, on va te dire, le modèle de l'économiste a dit ça, l'expert a parlé, tu fermes ta gueule. Toi, le travailleur isolé, tu es viré, tu subis l'inflation, tu fermes ta gueule. Tu peux pas prétendre changer le monde. Tu dois fermer ta gueule. Tu peux pas. C'est gravé dans le marbre, quoi. Voilà, c'est écrit comme ça, c'est comme ça, c'est le fatum qui s'est abattu sur toi, comme la loi de l'équation de la chaleur. Tu as des modèles économiques, les économistes qui sont là, les experts économistes qui sont autour d'une table, qui te parlent là comme ça à la télévision, et ils ont dit voilà, il faudra couper dans le budget, il faudra faire ci, il faudra faire ça. Et toi le travailleur isolé qui est en train de subir ça et qui est en pleine dépression, tu dois fermer ta gueule. Il n'y a pas de perspective d'émancipation là. Donc déjà Marx, il parlait d'économie politique, commençait déjà à critiquer, mais il y avait encore le mot politique. On passe aux sciences économiques, et maintenant tu dois fermer ta bouche. Et c'est ça que je dis, le danger quand on parle de science, et à quel moment on glisse du politique, et à quel moment on est dans les sciences dures, à quel moment on est dans le politique. Il faut faire très attention à ça. Donc pareil, et dans les autres vidéos, on avait parlé de ça, quand est-ce qu'on est dans la relation homme-nature, voilà. Quand est-ce qu'on est dans la relation homme-homme, ouais. Quand est-ce qu'on est dans les développements des forces productives, quand est-ce qu'on est dans les rapports de production. Eh bien, qui va payer qui, comment voilà. Ouais. Est-ce qu'on travaille le dimanche, la retraite, comment ça se passe? Je pense que c'est de très bons repères, ça. Voilà. Relation homme-nature, relation homme-homme, c'est de très bons repères pour réfléchir à ce qu'on vit. En fait. Voilà, quand est-ce qu'on est dans l'un, quand est-ce qu'on est dans l'autre. Ouais. Et donc, les sciences dures, c'est bien pour la relation homme-nature. Mais par contre, plaquer le raisonnement et les équations dans qu'on tire des sciences dures pour la question de la relation homme-homme, à mon avis, on se gourre. Et il y a cette tentation-là en philosophie, des fois, et dans l'idéologie, de vouloir utiliser, parce qu'on est fasciné par les équations. C'est vrai que c'est fascinant, les équations. On arrive à prédire les éclicses, le mouvement des marées, c'est extraordinaire. Mais avec l'homme, c'est pas ça. L'homme, comme dit Hölderlin, il veut toujours remettre en cause. Et comme dit Rousseau, ce que les hommes ont fait, les hommes peuvent le détruire. Il n'y a de caractère. Rien n'est gravé dans le marbre. Voilà.
Il n'y a de caractère ineffaçable que ce qu'imprime la nature, et la nature ne fait ni prince, ni riche, ni grand seigneur. Donc l'économiste qui te dit, toi, travailleur isolé, qui est en train de déprimer parce qu'on ne veut pas t'augmenter, eh ben, tu fermes ta gueule. Et ben, le travailleur isolé, à un moment donné, il regarde l'autre travailleur isolé, il regarde l'autre, il regarde ses collègues, et ben, à un moment donné, ils peuvent se mettre à se dire, mais il n'y a pas Rousseau qui nous a dit que ça peut, ce que les hommes ont Ça fait, peut se renverser. Ouais. voilà. Et ben voilà. Donc voilà, c'était juste petite boutade comme ça Mais très important. voilà, pour Ouais. évoquer, attention, le glissement, le raisonner par enfin, la démarche scientifique dans les sciences dures, très bien, où on évacue l'idée de finalité, très bien. Par contre, dans la cité, dans les affaires politiques, dans les affaires humaines, on est obligé de réhabiliter la finalité parce qu'on se projette, parce qu'on remet en cause l'ordre existant. C'est le fonctionnement même de l'homme. Et encore, hein, dans les sciences dures, Et alors, il y a cette des débats. finalité, mais ce que je veux dire, c'est que ça évolue toujours. Hein, Ah, voilà, c'est ce les que j'allais dire. théories évoluent. Et bien sûr. On passe de Bah oui, Newton à la voilà. relativité générale. Enfin, je veux Exactement. dire, c'est quand même. Bien sûr. Il y a quand même aussi une certaine Bah, on évolution. progresse aussi là-dedans. On progresse aussi Mais, là-dedans. je veux dire, à un moment donné, Galilée racontait pas n'importe quoi. C'est juste qu'on a restreint. C'est ça. Voilà, il y a toujours une Dans un cohérence. certain domaine, en fait, Voilà, ouais, c'est juste à chaque exactement, fois, ouais, tout à fait. on affine le modèle. Ouais, tout à fait. Voilà. Ou on le généralise. On Parce essaie de que, ouais. alors que chez Rousseau, quand même, ou quand il parle des hommes, c'est que là, carrément, on coupe la tête du roi, et après, c'est terminé, tu vois, le curé, ça. tu vois, Ouais. c'est pour ça que, C'est pareil, pas- ouais. il faut vraiment faire attention. Ouais, ouais. Tu vois, c'est humain, ça, on a tendance à se dire, à vouloir faire des métaphores et à vouloir comparer ce qui se passe dans l'ordre naturel et se dire, ah ben, on va appliquer l'ordre naturel, tu vois, l'angle naturaliste. Je dis, attention à ça. Quand on est en politique, faire attention à ne pas vouloir trop se calquer sur la nature, parce que ça peut être dangereux, ça peut être très dangereux. Je vais finir sur une petite boutade, Bien sûr. Ouais. donc de Paul Nizan, La conspiration. Donc cette prétention des sciences économiques, là, vous imaginez, là, on s'imagine bien l'expert économique qui va dire oui, alors d'après mon modèle économique, la France va mourir, le chômeur va pas pouvoir vivre, c'est pas terminé, toute idée d'émancipation est terminée. Bon. Un petit passage de Paul Nizan. Il avait entendu parler des lois des marchés, les lois des marchés. Ça, c'est pareil, une petite anecdote aussi, ça me rappelle parce que moi je suis prestataire à EDF, là, quand on nous dit ah ben c'est la loi du marché. Tu sais, comment on attribue, comment se fait les appels d'offres et tout ça. Ah oui, eh ben, ça me fait penser aussi à ça. Comme si les règles étaient établies par le Seigneur. Tu sais, non, arrêtez. Je n'y crois pas une seule seconde. Il avait entendu parler des lois des marchés, de valeurs et des courbes des économistes de Harvard. Harvard, le prestige de l'expert qui a fait Harvard. Ne croyez qu'aux théories scientifiques de la bourse. Les théories scientifiques de la bourse. Elle n'est pas bonne, celle-là? C'était aux yeux de M. Rosenthal le comble de la crédulité. Mais voyons, mon petit, s'écriait-il, tu sais pourtant aussi bien que moi que la bourse est absolument un jeu et que le Rio bouge parce qu'il y a une grande opération politique en cours. Politique. Tiens, politique. Ou parce que quelqu'un racontait en déjeunant chez Galopin ou à l'Omnium une histoire inepte sur la hausse des métaux. Et que les rentes fichent le camp parce que le premier imbécile venu est plein de secrets sur la chute imminente du ministère. Oh, politique encore. Tout le marché repose sur des racontars de concierges. Comment veux-tu qu'il y ait une science de la conciergerie? Point d'interrogation. C'est quand même un... Donc, il réhabilite la dimension... Bon, c'est une boutade, Ouais, mais il y a une dimension politique dans l'économique. Qu'on arrête de nous bourrer le mot. Non, mais là, voilà, mais il fallait que ça sorte. Il fallait que ça sorte parce que parce qu'on le subit. Moi, je le subis au boulot. Mais aussi. bien sûr. Voilà. Mais en tout cas, excellent passage. Et je pense que je propose de clore ce l'épisode deuxième 2 épisode par ce dernier passage et aussi par un message essentiel, ne pas subir. Voilà, l'homme ne subit pas. Notre destin est à faire. Exactement. Voilà, c'est ça qui est très important. Voilà. Et puis nous reprendrons cette mini-série avec Zola en partie. Hein. Ouais, pas mal. Là, on va plus aller vers la littérature. Voilà. On va interroger Zola. Ouais. Mais on n'en dit pas plus. Voilà. Laurent, merci beaucoup pour tes apports. Merci beaucoup Stanislas, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo en tout cas. Toujours un plaisir aussi de mon côté, toujours un plaisir de vous retrouver.
Et Bon, n'hésitez pas à poser des questions, hein. Oui, Et commentaires. postez, voilà, mettez des commentaires, même, praxis.psyché@gmail.com, ou des mails, voilà. des mails. Posez des questions. N'hésitez pas. Ou Ouais, si vous n'êtes pas d'accord, ou si vous voulez tout à apporter fait. des rectifications, Voilà, n'hésitez pas, parce que voilà, moi je trouve que c'est un espace de discussion en fait. Ça serait bien que ça devienne exactement. un espace de discussion. Exactement, tout à fait. Et que les Ouais. témoignages des uns peuvent profiter aux autres aussi. Tout à fait, c'est Apportez votre ce serait éclairage. très enrichissant encore Voilà. plus, tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, on vous souhaite une bonne soirée et surtout portez-vous bien. À bientôt. Salut!